Cède ton pantouse à ta sœur, ont déclaré mes parents au beau milieu du mariage de ma sœur, devant 250 invités. Quand j'ai refusé, mon père s'est avancé et m'a poinflé devant toute la salle. La foule s'est tue et je me suis tenu droit, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, à partir de maintenant, cette famille n'a plus aucun droit sur ma vie. La musique ne s'est pas arrêtée. Elle a frissonné. Une note de violon tranchante et brisée a tremblé à travers la salle, coupant à travers les rires et les bulles de champagne comme une lame. 250 invités se sont retournés à l'unisson, leur conversation mourant au milieu d'une phrase. L'air s'est figé, épais et stupéfait, alors que je goûtais la piqûre métallique de mon propre sang. Ma joue me brûlait avant même que je comprenne ce qui s'était passé. La main de mon père était toujours suspendue en l'air. Ses doigts se recroquevillaient comme s'il ne pouvait pas croire qu'il m'avait réellement frappé. Je pouvais sentir chaque année de ce geste. Sa voix m'a frappé ensuite, plus forte que la gifle. Tu vas céder ton pantouse à ta sœur tout de suite, Grace. Les lumières du lustre se reflétaient sur sa mâchoire rigide. Et quelque part derrière lui, ma mère a poussé un hoquet de surprise. Trop tard. Le genre de hoquet censé ressembler à de l'inquiétude, mais qui tombait comme une performance. Méline se tenait sur l'estrade dans sa robe de mariée, son sourire tressaillant au coin des lèvres alors que Brent glissait un bras autour de sa taille, chuchotant quelque chose de suffisant derrière sa flûte de champagne. Ma peau pulsait de chaleur. J'ai gardé le dos droit, le goût métallique s'épaississant sur ma langue, la salle tourbillonnant de murmures. Quelqu'un près de la table des desserts a marmonné, est-ce qu'il vient de la gifler? Une autre voix, bon Dieu, c'est son père. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bronché. J'ai levé le menton, regardé droit dans les yeux de mon père et j'ai dit lentement, clairement, chaque mot étant une limite qu'il ne pourrait jamais effacer. À partir de maintenant, aucun de vous n'a plus le droit de contrôler ma vie. La salle est restée silencieuse, un silence froid et a coupé le souffle qui a avalé chaque corde de violon encore vivante. J'ai tourné les talons, claquant contre le marbre comme un marteau de juge, et je suis sorti. Personne n'a suivi. Dehors, l'air nocturne de Seattle m'a frappé comme la vérité, tranchant, froid et étrangement apaisant. Ma joue palpitait, mais ce qui palpitait plus profondément, c'était quelque chose qui se déroulait dans ma poitrine. Quelque chose qui avait été refoulé pendant des décennies et qui remontait enfin. J'ai traversé les marches de l'hôtel, l'arche florale du mariage brillant derrière moi d'un rose inutile. Une femme en robe à paillettes a chuchoté à son partenaire alors que je passais, elle crée toujours des drames. Je ne l'ai pas regardée. Je n'en avais pas besoin. J'avais entendu des versions de cette phrase toute ma vie. Mon téléphone a vibré. Méline, tu as tout gâché. Papa avait raison. Tu es égoïste. J'ai fixé le message, mes doigts immobiles, mon expression illisible. Un deuxième message a suivi. Brent, soyons rationnels. Ce pantouse est trop grand pour toi toute seule. J'ai mis le téléphone dans ma pochette sans répondre et j'ai continué à marcher. Au moment où j'ai atteint Arbor and Art, le petit café niché le long du front de mer, la chaleur à l'intérieur embuait les fenêtres. La clochette au-dessus de la porte a tinté quand je suis entré, et Ellie a levé les yeux du comptoir. Ses sourcils se sont froncés au moment où il a vu ma joue. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a demandé très doucement, qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? Je me suis laissé tomber à ma place habituelle près de la fenêtre, celle où j'avais passé des années à écrire du code tard le soir, le seul endroit où je m'étais vraiment senti moi-même. Le port à l'extérieur reflétait les lumières de la ville sur l'eau sombre et ondulante, chaque scintillement étant un rappel que la vie continuait, que je sois prête ou non. Ellie a apporté un cappuccino sans attendre que je commande, le plaçant devant moi avec une calme assurance. C'est offert par la maison, murmura-t-il en glissant un petit biscuit à côté. Tu as l'air d'en avoir besoin. J'ai touché ma joue, sentant encore la faible trace de la main de mon père. L'humiliation aurait dû m'écraser. Il y a des années, cela aurait été le cas, mais maintenant, cela s'installait différemment, comme une confirmation, pas une dévastation. La preuve de ce que j'avais toujours su. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais un atout, un outil, quelque chose à réorganiser, emprunter, siphonner et façonner selon leurs besoins et les caprices de Méline. J'ai posé mon front contre ma main, regardant par la fenêtre les phares qui passaient. Mon souffle a embué le verre un instant avant de s'estomper comme un fantôme, perdant sa forme. Ma poitrine s'est serrée, mais les larmes qui vivaient habituellement si près ne sont pas venues. Ce qui est venu à la place, c'est la clarté.
J'ai rejoué les moments à l'intérieur de la salle, les yeux flamboyants de mon père, le regard mortifié de ma mère vers les invités, le sentiment de droit de Méline brillant plus fort que ses diamants de mariage. Et cette exigence, cette ton Pantouse. Un foyer que j'avais construit à travers cette année de travail acharné, de nuits blanches, de contrats, de sprints de code et de plus de rejets que quiconque dans cette salle de mariage n'en avait jamais goûté. J'ai repensé au moment où je l'avais acheté. J'avais 25 ans, vivant de café bon marché et de sessions de débogage tardives, construisant des systèmes bacans que personne ne voulait comprendre, mais dont tout le monde avait désespérément besoin. J'ai économisé chaque centime. J'ai sauté les vacances. J'ai refusé les dîners de famille pas qu'ils aient remarqué. Quand j'ai enfin tenu les clés de ce Pantouse, c'était la première fois de ma vie que quelque chose m'appartenait entièrement, sans équivoque. Et ce soir, ils ont essayé de me l'arracher des mains comme si je n'avais rien mérité, comme si je n'étais rien. J'ai levé ma tasse, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. Ce sentiment, la chaleur, ressemblait à un rappel, un avertissement, une étincelle. Ellie s'est assis en face de moi sans demander la permission. Sa présence assez douce pour ne pas étouffer mais assez stable pour ne pas s'éclipser. « Grace, dit-il, la voix basse, les gens qui t'aiment ne te traitent pas comme une propriété. » Les mots se sont installés en moi, lourds et vrais. Je n'ai pas répondu, pas par faiblesse, mais parce que quelque chose en moi se réorganisait, bougeait, s'installait comme de la pierre. Mon téléphone a vibré à nouveau sur la table. Un nouveau message de Méline. Donne-nous le Pantouse et on oubliera ce qui s'est passé. Oubliez ce qui s'est passé. Comme si mon père ne m'avait pas giflé devant 250 personnes. Comme si je n'avais pas saigné l'humiliation sur le sol de la salle de bal. Comme si ma valeur était négociable. Ma respiration s'est calmée. J'ai retourné mon téléphone face contre table, ouvert mon ordinateur portable et regardé l'écran illuminer la table d'une lueur bleue froide. Ellie n'a pas demandé ce que je faisais. Peut-être le savait-il déjà. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier alors qu'une seule pensée s'aiguisait dans mon esprit. S'il pensait pouvoir me prendre à nouveau. S'il croyait que je plierais comme je le faisais avant. S'il supposait que l'humiliation fonctionnait encore. Il ne comprenait pas qui j'étais devenu. J'ai tapé la première touche. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais construire. Plan, code ou limite. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Cette fois, je ne craquais pas. Cette fois, je ne fuyais pas. Cette fois, j'allais m'assurer qu'il ne toucherait plus jamais à ma vie. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le sentiment inconnu d'immobilité pressé contre mes côtes. Pas la paix, juste le calme creux qui vient après qu'une tempête a tout ravagé et laissé tout debout mais rien intact. Le ciel de Seattle était gris et doux, le genre de matin qui me donnait envie de me recroqueviller sous les couvertures. Mais aujourd'hui, tout ce que je ressentais était la douleur sourde dans ma joue, un bleu se formant sous la peau, comme un écho s'estompant de l'homme qui l'avait mis là. Mon appartement aurait dû sembler sûr. Au lieu de cela, il semblait exposé. Comme si les voix de ma famille persistaient encore dans l'air, s'accrochant au coin, chuchotant les mêmes mots qu'ils avaient utilisés toute ma vie. Égoïste, difficile, ingrate. J'ai enroulé mes mains autour d'une tasse de café juste pour m'ancrer. Une gorgée et mon téléphone a vibré. Je n'avais pas besoin de vérifier pour savoir qui c'était. Le premier message venait de ma mère. Grace, s'il te plaît appelle. Hier soir était malheureux. Parlons et arrangeons ça avant que plus de gens ne jasent. Arrangez ça. Pas, je suis désolé. Pas, es-tu blessé. Juste arrêter les ragots. Comme toujours, sa loyauté allait à la réputation, pas à moi. Un autre message a suivi instantanément, comme si elle avait tapé les deux avant d'en envoyer aucun. Ton père est hors de lui. Tu l'as embarrassé devant tout le monde. J'ai laissé l'écran s'assombrir avant de poser le téléphone. Je n'avais pas l'énergie de répondre, et je ne ressentais plus l'obligation. Un souvenir a dérivé, moi à 12 ans, assise à la table de la cuisine pendant que Méline ouvrait ses cadeaux d'anniversaire. Elle déchira l'emballage d'une nouvelle paire de chaussures de créateur tandis que je recevais un pull trop grand pour plus tard. Mon père a ébouriffé ses cheveux et a dit, « Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Mais grandir n'a pas apporté la compréhension. Cela n'a fait qu'aiguiser les bords de la vérité. Un autre flash, la remise des diplômes du lycée. J'avais été admise dans un programme de premier plan en Californie,
une bourse pour laquelle j'avais travaillé d'arrache-pied. La veille de mon acceptation supposée, ma mère m'a fait asseoir et a pleuré de grosses larmes dramatiques sur le fait qu'elle ne pouvait pas supporter de perdre ses 2 filles à cause de la distance, même si Méline vivait à 20 minutes de là. J'ai renoncé à la bourse. Ils m'ont remercié une fois, peut-être 2, puis n'en ont plus jamais parlé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ma sœur, tu as tout ramené à toi hier soir. Tu le fais toujours. Puis un autre. Tu sais que le Penthouse est trop grand pour toi toute seule. Brent et moi en avons besoin. Le sentiment de droit roulait hors de l'écran comme des vagues de chaleur sur l'asphalte. J'ai posé le téléphone face contre table à nouveau, ma mâchoire se serrant. Pendant des années, je m'étais faite toute petite pour maintenir la paix, me mordant la langue, avalant la déception, les laissant prendre parce que se battre semblait inutile. Mon silence avait été leur arme favorite. Mais quelque chose à propos de la nuit dernière avait déverrouillé les vieux gonds. Je ne me sentais plus petite, juste fatiguée et à bout. On a frappé doucement. Pas à la porte d'entrée, juste à l'intérieur de mon propre esprit. Une pensée calme mais tranchante. S'ils peuvent me frapper en public et exiger ma maison, que seraient-ils prêts à faire d'autre? L'idée m'a suffisamment troublé pour que j'attrape mes clés et parte. La marche vers Arbor and Art a stabilisé ma respiration. L'air portait une légère brume, assez fraîche pour piquer, mais assez douce pour m'éclaircir les idées. Quand j'ai poussé la porte du café, une lumière chaude s'est répandue sur le parquet, et l'odeur familière de cannelle et d'espresso m'a enveloppé comme une couverture dont je ne savais pas avoir besoin. Ellie a levé les yeux alors qu'il tassait du marc de café. Ses yeux se sont adoucis quand il m'a vu, mais il ne m'a pas assailli de questions. Juste un signe de tête calme, une reconnaissance que j'étais toujours debout, même si un peu fissuré. « Tu veux la place près de la fenêtre ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et me suis laissé tomber dans la chaise qui avait accueilli d'innombrables heures de ma vie. La chaise où j'avais codé des systèmes entiers, échappé aux vacances et me suis permis d'exister sans jouer un rôle. Ellie a apporté ma boisson sans qu'on le lui demande. « Je peux rester ou partir ?» a-t-il dit. « C'est toi qui vois. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai juste besoin de calme. Il m'a donné un simple « d'accord » et est retourné au comptoir. Pas de jugement, pas de pression, pas de possessivité. Le contraste piquait. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je le savais avant de regarder. Brent, soyons raisonnables. Le Penthouse nous profite à tous. Pense-y comme un futur héritage familial. Les mots ont fait se serrer mes côtes. Héritage. Comme si tout ce pourquoi j'avais travaillé était préécrit dans leur grand livre. Comme s'ils avaient déjà divisé ma vie en morceaux nets et consommables. Mon pouce a plané sur l'écran, pas pour répondre, juste pour m'étudier. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai ouvert le message, l'ai lu une fois et j'ai supprimé tout le fil de discussion. Un petit acte, mais il a semblé sismique. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude, laissant la chaleur s'infiltrer à travers mes doigts. Mon reflet dans la fenêtre était faible, mais stable le contour de quelqu'un. Je reconnaissais à peine quelqu'un qui n'avait plus peur d'être seul. De l'autre côté de la rue, un couple riait en partageant un parapluie. Un cycliste est passé en éclaboussant de l'eau du trottoir. La ville ne s'arrêtait pas pour me plaindre et, étrangement, cela me faisait me sentir plus forte. Un autre souvenir est venu sans invitation, mais tranchant, une nuit, il y a longtemps, quand Méline a demandé à emprunter les économies que j'avais rassemblées pour acheter mon premier ordinateur portable. Maman m'a donné un coup de coude et a chuchoté, « Sois une bonne sœur. » Je les lui ai donnés. Elle a oublié de me rembourser. Ils ont tous oublié. C'était la première fois que j'apprenais que mes besoins seraient toujours optionnels pour eux. Le bleu sur ma joue pulsait. J'ai pris une respiration et les laissé sortir lentement. Je m'étais dit que je ne pleurerais pas aujourd'hui. Et je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, une question calme s'est formée dans mon esprit, une question qui pesait plus lourd que le bleu, plus lourd que l'humiliation. S'ils se sentaient en droit de prendre ma maison, s'ils étaient prêts à me frapper pour cela, qu'avaient-ils justifié d'autre au nom de la famille? Parce que la nuit dernière n'était pas une explosion isolée. C'était la récolte de chaque petite coupure venue avant. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac et l'ai ouvert. L'écran brillait en bleu, illuminant la table et les rides autour de mes yeux que je n'avais pas remarqué se former. J'ai ouvert mes emails, mes vieux documents, mes notes,
de petits morceaux d'un passé où je suivais les choses instinctivement, mais sans jamais demander pourquoi. Des schémas, des dates, des demandes, de l'argent brassé comme des pièces de puzzle qui ne s'emboîtaient pas. Ma respiration s'est calmée alors que les pièces se réorganisaient dans mon esprit. Ils avaient toujours pensé que je restais silencieuse parce que j'étais faible. Mais la vérité était plus simple. Je restais silencieuse parce que j'observais. Et maintenant, je comprenais enfin ce que j'avais observé tout ce temps. Pas une famille, un système. Un système conçu pour me prendre des choses. Un système qui me sous-estimait désormais. J'ai redressé mes doigts planant au-dessus du clavier. Une force lente et délibérée montait en moi. Mon silence les avait autrefois protégés. Ce temps était révolu. Quelque part au fond de ma poitrine, quelque chose a cliqué comme une serrure qui tourne, comme une porte qui s'ouvre. Je n'avais pas seulement fini de les laisser me blesser. J'étais prête à voir qui ils étaient vraiment. Et cette fois, ils ne me verraient pas venir. La lumière du matin se déversant à travers les grandes fenêtres de façade de Harbor & Art avait une teinte plus douce que d'habitude. Presque gentille, presque bienveillante, comme si la ville elle-même avait décidé de ne pas me pousser plus loin que je ne l'avais déjà été. Je me suis glissé à l'intérieur silencieusement, la clochette tintant au-dessus de ma tête, un son familier qui m'apaisait habituellement. Mais aujourd'hui, cela ressemblait à un rappel que la vie continuait de bouger même quand tout en moi avait changé. Mes joues me faisaient encore mal à cause du léger bleu que mon père avait laissé derrière lui. Mais c'était la lourdeur dans ma poitrine qui frappait plus profondément. Ellie a levé les yeux de derrière le comptoir au moment où je suis entré. Il n'a pas souri, pas le sourire éclatant et décontracté qu'il offrait aux autres clients. Au lieu de cela, son expression s'est transformée en quelque chose de bien plus prudent, comme s'il cherchait des fractures en moi. Place près de la fenêtre, a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour l'option, reconnaissante qu'il demande. Au lieu de supposer, je me suis glissé à ma place habituelle près de la vitre, où la vue du scintillement matinal du port manquerait habituellement. Aujourd'hui, elle ne reflétait que la douleur creuse sous mes côtes. L'eau dehors ondulait sous un ciel pâle, et j'ai regardé un ferry glisser sur la surface avec une certitude lente, comme si le monde n'était pas construit pour briser les gens comme le mien s'était brisé la nuit dernière. Ellie a apporté le cappuccino lui-même, le plaçant doucement sur la table avec un biscuit que je n'avais pas demandé. « Je peux rester » murmura-t-il. « Ou je peux te laisser de l'espace. Ce que tu veux. Je pense que j'ai juste besoin de calme. » Ma voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. « Alors calme ce sera. » Il a glissé vers le comptoir, me lançant un regard qui ressemblait à de la chaleur sans pression. Pendant un moment, je me suis laissé respirer. Vraiment respirer. Le genre de respiration que je n'avais pas prise depuis la gifle tranchante, humiliante, résonnant à travers cette salle de bal comme le tonnerre. Mon téléphone était face contre table à côté du cappuccino, et bien qu'il ne vibrât pas, il semblait bourdonner du poids de tout ce qui n'avait pas été dit entre moi et les gens censés m'aimer. Je ne l'ai pas touché. Au lieu de cela, j'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude et laissé la chaleur faire fondre la tension dans mes doigts. Dehors, des mouettes tournoyaient au-dessus du port, leurs ailes tranchant à travers la lumière encore faible. Un camion de livraison s'est arrêté en sifflant quelque part dans la rue. La vie restait intouchée par les ruines de la nuit dernière. Mais pas moi. J'ai fixé la mousse de mon cappuccino et senti une minuscule fissure de quelque chose de la clarté peut-être s'ouvrir en moi. Tu es là tôt. La voix d'Ellie a dérivé à nouveau alors qu'il essuyait une table. Il ne m'a pas regardé en le disant, me laissant l'espace de décider si je voulais répondre. Je ne pouvais pas rester à la maison. Ma gorge s'est serrée. Trop d'écho. Il n'a pas insisté. Ellie était douée pour ça, laisser les gens arriver à leur propre vérité. J'ai pris une respiration. Il m'a frappé, ai-je dit finalement. Ellie s'est arrêtée, la tête baissée, s'abaissant légèrement avant de me regarder avec des yeux qui ne contenaient aucun choc, juste une fureur silencieuse en mon nom. Je m'en doutais, a-t-il dit, mais je voulais t'entendre le dire si tu en avais besoin. J'ai pressé le bout de mes doigts contre le léger bleu. Ça ne faisait même pas aussi mal que tout le reste. L'humiliation, a-t-il demandé doucement. La possession, ai-je corrigé. La façon dont il m'a parlé comme si Comme si tout ce pourquoi j'ai travaillé leur appartenait. La mâchoire d'Ellie s'est serrée. Les gens qui t'aiment ne te traitent pas comme une propriété, Grace. Les mots m'ont frappé plus fort que la gifle. J'ai baissé les yeux, les laissant s'installer,
les laissant piquer, les laissant sembler vrais. Mon téléphone a vibré une fois, dérapant sur le dessus de table en bois. Je ne l'ai pas attrapé, mais l'écran s'est allumé juste assez longtemps pour que je voie le nom. Méline. J'ai retourné le téléphone face contre table à nouveau. Prends ton temps, murmura Ellie depuis le comptoir, lisant parfaitement mon silence. Mais j'avais eu assez de temps, assez d'attente, assez d'espoir que ma famille me verrait un jour au lieu de l'utilité que je fournissais. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac, le plaçant carrément au centre de la table comme une déclaration. Pendant une seconde, mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Non pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que l'acte de le faire ressemblait à franchir une ligne dont je ne pourrais pas revenir. Ma respiration s'est calmée. Puis j'ai ouvert mes emails. De vieux messages remplissaient ma boîte de réception. Des choses que j'avais archivées, ignorées, évitées. Des demandes de mes parents. Des exigences déguisées en besoins familiaux. La pression familière dans ma poitrine est revenue, mais cette fois, elle s'aiguisait au lieu d'étouffer. Un email a attiré mon attention, un message de Brent datant d'il y a des mois demandant un avis sur un projet. Je l'avais oublié. J'ai cliqué pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un PDF, un plan de développement commercial sur lequel il prétendait vouloir mon avis. À l'époque, je l'avais survolé et rejeté. Maintenant, le nom du fichier brillait vers moi. Option de location. Contribution familiale. Contribution familiale. L'expression a tordu quelque chose dans mes tripes. J'ai cliqué sur le fichier et scanné le contenu. Il y avait des notes sur des propriétés locatives, des opportunités d'investissement, et ma respiration a bégayé. Actifs assistés par la famille anticipée. Une ligne disait, levier potentiel propriété GL. GL, Grace Langford. Mon Penthouse. Mon sang s'est glacé. J'ai fait défiler, le cœur battant plus fort à chaque ligne. Il y avait des détails que seul Méline ou Brent auraient pu connaître, des détails sur mon immeuble, mon historique hypothécaire, même mes frais de copropriété. La confiance désinvolte du plan faisait picoter ma peau. Brent avait étudié ma vie comme un plan directeur. La voix d'Ellie a percé l'électricité statique montante dans mes oreilles. Grace. J'ai levé les yeux, réalisant que mes mains s'étaient recroquevillées en poing. Tout va bien, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Mais ça ira. Il a hoché la tête une fois, me faisant confiance sans avoir besoin d'explication. Je suis retourné au document, scannant les horodatages des métadonnées. Le fichier avait été créé sur le vieil ordinateur portable de Méline, modifié par Brent, envoyé à mon père 2 semaines avant le mariage. Une ligne de chaleur a pulsé sous ma peau. Ce n'était pas une demande soudaine au mariage. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas émotionnel. C'était planifié. Mes doigts bougeaient plus vite maintenant, ouvrant des onglets, reliant des points. Chaque décision qu'ils avaient prise et qui semblait autrefois chaotique s'alignait maintenant en une ligne droite inquiétante. Leur sentiment de droit n'était pas un défaut. C'était une stratégie. Je me suis adossé à ma chaise, laissant la vérité s'installer dans mes os. La gifle n'était que le moment où le masque s'était fissuré. La pourriture en dessous était là depuis des années. Ellie s'est approchée doucement, plaçant une serviette propre sur la table et offrant un regard plus doux. Si tu as besoin d'aide, a-t-il dit, je suis là. J'ai secoué la tête doucement. C'est quelque chose que je dois voir par moi-même. Il n'a pas discuté. C'était ça le truc avec Ellie. Il respectait les limites d'une manière que ma famille n'a jamais fait. Je me suis retourné vers l'ordinateur portable, une seule pensée électrique se formant pleinement pour la première fois. Ils avaient observé ma vie. Mais maintenant, j'observais la leur. Et contrairement à eux, je n'avais pas besoin de mentir, menacer ou voler pour protéger la mienne. Je n'avais besoin que de la vérité. Mon silence ne les protégerait plus. Il les exposerait. Et pour la première fois, j'ai senti l'étincelle de quelque chose de dangereux. Pas de rage, pas de vengeance. De la clarté. L'interphone a bourdonné juste au moment où je finissais d'attacher mes cheveux, son ton tranchant coupant le calme de mon Penthouse. Je me suis arrêté, mes doigts se resserrant légèrement. Personne ne venait jamais ici à l'improviste. Personne sauf Mademoiselle Langford. La voix du portier grésillait à travers le haut-parleur, mal à l'aise d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Vos parents sont là.
Ils insistent que c'est urgent. Mon estomac n'a pas chuté. Il ne s'est pas tordu. Il s'est simplement immobilisé, comme s'il se préparait à un impact qu'il ne reconnaissait que trop bien maintenant. Faites-les monter, ai-je dit. Bien que ma voix semble lointaine, détachée. Je ne les invitais pas dans mon sanctuaire. Je reconnaissais leur présence sur le champ de bataille. Je n'ai pas pris la peine d'ajuster ma chemise ou de mettre du maquillage pour cacher le bleu. Pour une fois, je refusais de me façonner en quelque chose de plus acceptable. J'ai marché vers la porte et j'ai attendu le dos droit, les épaules carrées, sentant le tremblement familier de l'effroi. Sauf que cette fois, ce n'était pas un tremblement. Cela se dissolvait. L'ascenseur a tinté. Les portes ont glissé. Mes parents sont entrés dans le couloir. Douglas Langford ressemblait à une tempête en costume. Épaules larges, mâchoire serrée, yeux flamboyants d'une indignation qu'il pensait avoir le droit de ressentir. Evelyn suivait un pas derrière, pâle, tremblante, son collier de perles légèrement de travers. Le seul signe qu'elle n'avait pas dormi. Grace, a-t-elle soufflé comme si elle était la blessée ici. Douglas n'a pas attendu. Nous devons parler. Il a aboyé l'ordre assez fort pour rebondir sur les murs du couloir. Je ne me suis pas écarté. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, bloquant l'entrée délibérément. 5 minutes, a-t-il claqué en s'approchant. Ton comportement hier soir était honteux. Le bleu sur ma joue a pulsé. Je suis resté où j'étais. Mon comportement, ai-je répété, ma voix calme comme du verre. Choix de mots intéressants. Douglas a fait un autre pas en avant, tendant la main vers mon bras comme il l'avait toujours fait, comme si j'étais quelque chose à déplacer, positionner, manipuler. Mais avant que ses doigts ne puissent se refermer sur moi, je me suis reculé stable et tranchante. Touchez-moi encore, ai-je dit doucement, et la sécurité vous escortera dehors. Il s'est figé. Le changement a été instantané. Sa mâchoire s'est relâchée pendant une fraction de seconde. Choc, incrédulité, parce que je ne lui avais jamais parlé de cette façon, ne l'avais jamais défié, ne l'avais jamais fait s'arrêter. Mais je n'avais plus 12 ans, et je n'avais pas peur. Il y a des caméras, ai-je ajouté en hochant la tête vers le luminaire au plafond. Haute résolution, son inclus. Douglas a baissé la main lentement comme quelqu'un réalisant qu'une arme était pointée sur lui. Evelyn s'est avancée alors, la voix tremblante avec la performance qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Ma chérie, ne faisons pas ça. Ton père ne le pensait pas, il pensait chaque seconde de ce geste, ai-je dit platement. Elle a cligné des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle s'attendait à ce que je vacille. Je ne l'ai pas fait. Le silence s'est épaissi jusqu'à ce que Douglas le rompe avec le changement subtil de son poids, l'irritation traversant son visage. Nous sommes ici, a-t-il dit, parce que tu as fait une scène, et parce que Méline a pleuré toute la nuit. Tu lui dois des excuses. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Un petit son stupéfait. Je lui dois des excuses. Elle a demandé ma maison hier soir à son mariage. La famille partage les choses, a répondu Evelyn rapidement, presque désespérément. Surtout quand quelqu'un a besoin d'aide. J'ai incliné la tête. La famille se protège mutuellement. La famille n'agresse pas sa fille devant 250 personnes. Evelyn a tressailli. Un vrai tressaillement, pas les petits délicats qu'elle utilisait pour obtenir de la sympathie. C'était la première chose qu'elle faisait aujourd'hui qui n'avait pas été répétée. La voix de Douglas a chuté dangereusement bas. Assez. Nous sommes venus ici pour résoudre ça, et tu aggraves les choses. Non, papa, ai-je dit doucement. Je clarifie les choses. Il a ouvert la bouche pour parler à nouveau, mais je l'ai coupé avant que le vieux rythme ne s'installe, lui aboyant, moi rétrécissant, Evelyn médiatisant tout, fondant dans le même schéma toxique. Laissez-moi rendre quelque chose parfaitement simple, ai-je dit. Je ne discute pas du pantouse. Je n'explique pas mes choix. Je n'aplanis pas votre embarras. Et je ne suis pas obligé de faire en sorte que l'un de vous se sente mieux à propos de ce que vous avez fait. Les narines de Douglas se sont dilatées. Tu penses que tu peux nous parler comme ça? Oui, ai-je dit. Je peux. Ce n'était ni crier, ni cracher, ni jeter. C'était énoncé, et le calme de cela rendait la chose plus lourde. La lèvre d'Evelyn a tremblé. Grace, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Nous ne voulons pas que cela devienne public. Ah, voilà. Pas d'inquiétude, pas de remords.
La peur de l'exposition. Vous vous inquiétez des apparences, ai-je dit doucement, tapotant la caméra du regard. Peut-être auriez-vous dû y penser hier soir. Douglas est raidi, calculant clairement quelque chose derrière ses yeux. Pour la première fois, j'ai vu une vraie peur y vaciller, petite mais indubitable. La peur de perdre le contrôle, la peur des conséquences, la peur d'être vu pour ce qu'il était. J'ai laissé le silence s'étirer. Tout ce qui a de la valeur est déjà en stockage sécurisé, ai-je ajouté nonchalamment comme si je commentais la météo. Au cas où vous seriez venu ici chercher autre chose. Evelyne a inspiré brusquement, se tournant pour regarder Douglas comme s'il avait oublié de la prévenir que cette version de moi existait. Nous sommes tes parents, marmonna Douglas. Mais la ligne est tombée à plat, atterrissant entre nous comme un bouclier usé. Et je suis votre fille, ai-je dit. Pas votre propriété. Pendant une brève seconde, personne n'a respiré. Evelyne s'est remise la première, lissant sa blouse avec des doigts tremblants. Nous ne sommes pas venus prendre quoi que ce soit, a-t-elle dit doucement. Nous sommes venus parce que nous nous soucions de toi. J'ai haussé un sourcil. Elle a grimacé. Nous nous soucions de ce que les gens vont penser. Voilà, la vérité qu'elle ne pouvait pas contenir. Je me suis avancé légèrement, pas agressivement. Juste assez pour m'assurer que ma voix ne pourrait pas être mal interprétée. Si vous vous souciez de moi, la nuit dernière ne serait pas arrivée, ai-je dit. Vous vous souciez du contrôle. Vous vous souciez de l'image. Vous vous souciez du confort de Méline. Mais moi, vous ne vous êtes jamais soucié de moi, sauf si j'étais utile. Les yeux d'Evelyne brillaient, mais je voyais le calcul derrière eux, les rouages tournés, la tentative de pivoter pour jouer à nouveau la carte de la mère fragile. Je ne lui ai pas donné la chance. Cette conversation est terminée, ai-je dit en tendant la main vers la porte. Douglas est raidi. Tu fais une erreur. Peut-être, ai-je répondu. Mais au moins, c'est la mienne. J'ai ouvert la porte, faisant un geste vers l'ascenseur. Evelyne a hésité. Grace, s'il te plaît. Pour la première fois, ai-je dit calmement, je ne vous dois rien. Ils sont entrés dans l'ascenseur, tous les deux plus petits d'une certaine manière. Douglas sans sa posture d'autorité, Evelyne sans son masque de contrôle poli. Les portes se sont fermées avec un doux sifflement mécanique. Je suis resté là longtemps après leur disparition, laissant le bourdonnement du bâtiment s'installer autour de moi. Ils ne se sont pas excusés. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils n'ont même pas dit qu'ils m'aimaient. Ils sont venus réclamer ce qu'ils pensaient être à eux. Ils sont partis en réalisant que ce ne serait plus jamais le cas. Pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas de tremblement dans ma poitrine, pas de culpabilité tirant sur mes côtes. Juste une vérité simple et stable. Si c'était leur premier coup, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. L'appartement était trop silencieux après le départ de mes parents. Le genre de calme qui n'apaisait pas mais exposait chaque bleu que la nuit avait laissé derrière elle. Je me suis laissé tomber sur le bord du canapé, laissant le silence presser contre moi. Pas oppressant, pas effrayant, juste lourd d'une manière qui semblait honnête. J'avais passé tant d'années à me noyer sous leur bruit que ce nouveau calme ressemblait à la première respiration après avoir refait surface des eaux profondes. Puis mon téléphone a vibré. Je n'ai pas bougé au début. La minuscule vibration a dérapé sur la table d'appoint en marbre, un son que j'avais appris à associer à l'attente, l'obligation et les urgences fabriquées. Quand il a vibré à nouveau, j'ai finalement tendu la main et les retourné face visible. 8 messages, tous de personnes qui prétendaient m'aimer. La première note vocale était de ma mère. Son ton n'était pas doux. Il était tremblant, comme si elle avait répété ses pleurs et espérait qu'ils atterriraient de manière convaincante. Grace, ton père est dévasté. Tu as aggravé les choses hier soir. Les gens parlent. Tu dois nous rappeler avant que la situation n'empire. Pas un seul mot sur la gifle, ou ma joue, ou l'humiliation. Le deuxième message est arrivé juste après sa voix. Plus tendue, plus rapide, comme si elle avait peur que je ne lui donne pas une autre chance. Tu as mal interprété ce qui s'est passé. Ton père était sous pression. Nous étions tous sous pression. Les mariages font ça. Mon souffle m'a quitté dans une expiration calme et incrédule. Les mariages font ça. Comme si j'étais censé hocher la tête et convenir que les accès de violence étaient des rites de passage naturels. J'ai appuyé sur archiver sans répondre. Un autre ping. Méline, tu me dois des excuses.
Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Sérieusement, comment as-tu pu tout ramener à toi à mon mariage? Un moment a passé avant qu'un autre message ne suive. Aussi, peux-tu parler au gérant de l'immeuble à Crescent Shore? Il menace d'expulsion si nous sommes encore en retard. C'est évidemment un malentendu. Bien sûr, même dans sa colère, elle allait droit à ce qu'elle voulait. J'ai laissé l'écran s'assombrir à nouveau, mais le message suivant a clignoté avant que je ne puisse détourner le regard. Brent, soyons rationnels, Grace. Le pantouse profite à toute la famille. Tu n'en utilises même pas la moitié. Mads et moi construisons un avenir. Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que les lettres s'estompent légèrement. Profite à toute la famille. Le sentiment de droit était stupéfiant, mais pas surprenant. Plus maintenant. Un autre message est arrivé quelques secondes plus tard, comme s'il l'avait rédigé avant que je n'ouvre le premier. J'essaie d'être diplomate. Ne nous pousse pas dans un coin. J'ai failli rire de l'ironie, lui me prévenant de ne pas le pousser dans un coin alors qu'il essayait de prendre la maison que j'avais construite coin par coin. J'ai posé le téléphone face contre table à nouveau. Cette fois, le geste ne semblait pas défensif. Il semblait décisif. Mon appartement a expiré avec moi. Le calme ne pressait plus aussi durement maintenant. Il semblait plus propre, comme si l'air choisissait enfin mon camp. Pourtant, un poids restait bas dans ma poitrine, une vieille douleur familière. La douleur d'être censé se sacrifier pour l'unité familiale. La douleur d'être conditionné à accepter que mes besoins étaient optionnels et mon silence requis. Je ne voulais plus de cette douleur. J'ai attrapé mon manteau et mon sac à main et je suis sorti. Les murs de ma maison étaient chauds, mais ils résonnaient encore trop fort avec l'histoire. L'air dehors avait un goût de brume et de métal. Le ciel couvert de Seattle pendait bas, mais pour une fois, il ne semblait pas lourd. J'ai marché rapidement, ma respiration se stabilisant à chaque pas jusqu'à ce que la lueur familière de Harbor and Hart apparaisse. J'ai poussé la porte, laissant la douce chaleur se déverser sur moi. Ellie a levé les yeux immédiatement. « Tu es revenu vite » a-t-il dit doucement. Je ne pouvais pas rester à la maison, ai-je chuchoté en me laissant tomber à ma place habituelle. Trop de fantômes. Il n'a pas demandé quel fantôme. Il le savait déjà. Il m'a apporté un latte sans qu'on le lui demande, le posant doucement. Tu veux parler cette fois? Non, ai-je dit. Juste de l'espace. C'est fait, a-t-il répondu et il a reculé. J'ai jeté un coup d'œil à la condensation sur ma tasse, la regardant couler en lente traînée. Le café bourdonnait de conversations douces, du sifflement du lait à la vapeur et du tintement des tasses. Un paysage sonore sûr, qui rendait la réflexion plus facile. J'ai ouvert mon ordinateur portable à nouveau, la lueur familière manquant. 3 onglets sont apparus en succession rapide. Harper Boyd, mon avocat. Mon portefeuille d'investissement. Résidence Crescent Shore. J'ai tapé sur le dernier onglet, fixant l'élégant bâtiment sur le site web. Méline avait été obsédée par Crescent Shore pendant des mois, postant des photos, parlant des unités d'angle, de la vue depuis le salon sur le toit. Elle avait pratiquement supplié Bren de trouver un moyen de les faire entrer. Une pensée m'a traversé alors, tranchante et inattendue. Et s'ils voulaient mon pantouse parce qu'ils se noyaient? J'ai cliqué sur leur profil public. Quelques vieux messages, des photos de brunch, des selfies à la salle de sport, et puis un silence récent, pas de nouvelles photos, pas d'annonce de déménagement dans notre espace de rêve comme il l'avait promis en ligne. Je me suis adossé, la réalisation s'installant comme une pierre dans mon estomac. Ma famille n'avait pas simplement un sentiment de droit. Ils étaient désespérés. Cela les rendait dangereux. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau numéro cette fois. Arrête de creuser. Tu n'aimeras pas ce que tu trouveras. Un frisson a rampé le long de ma nuque. J'ai tourné le téléphone vers Ellie sans le laisser lire le message en entier. Numéro étrange, ai-je dit nonchalamment. Il a regardé l'écran pendant une demi-seconde, puis moi, sa mâchoire se serrant. Tu veux que je te raccompagne chez toi plus tard? L'offre était protectrice sans être possessive. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré à cela. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais la vérité était que je n'avais pas peur. Plus maintenant. Ce message ne m'effrayait pas. Il confirmait quelque chose d'essentiel. Il y avait quelque chose à trouver, quelque chose d'enfoui,
quelque chose qu'il ne voulait pas que je découvre. J'ai pris une autre gorgée de café, l'amertume m'ancrant. Le curseur de mon ordinateur portable clignotait vers moi, stable et patient. Il ne s'agissait plus seulement d'une gifle à un mariage ou d'un pantouse qu'il voulait voler, ou d'années à être sous-évalué. Il s'agissait de contrôle, de pouvoir et de larmes silencieuses que j'avais toujours sous-estimées, mon propre silence. J'ai créé un nouveau document et l'ai intitulé « Transaction familiale ». Puis j'ai écrit la première ligne en dessous en caractères nets et délibérés, « Trouvez ce qu'il cache ». J'ai fixé ces mots, sentant la vérité s'installer plus profondément. Ils avaient construit leur monde sur l'hypothèse que je resterais silencieuse. Et pendant des années, je l'ai fait. Mais le silence ne signifie pas la soumission. Le silence peut signifier la stratégie. J'ai fermé les yeux, sentant une stabilité revenir en moi, non pas comme une réaction, mais comme un choix. Leur message essayait de me culpabiliser. Leur manipulation essayait de me coincer. Leur désespoir essayait de me ramener dans le rôle qu'ils m'avaient assigné depuis l'enfance. Mais maintenant, mon silence n'était plus leur bouclier. Il devenait mon arme la plus tranchante. La nuit s'est installée sur Seattle comme un violet meurtri lourd, lent à s'estomper. J'étais assise seule à ma table à manger avec seulement la lueur bleue de mon ordinateur portable coupant à travers l'obscurité. Le reste du pantouse restait éteint à dessein. Je ne voulais pas de chaleur, je ne voulais pas de confort. Je voulais de la clarté, tranchante et froide. Le même genre de froid qui vivait dans la voix de mes parents depuis des années. Le dossier que j'avais créé plus tôt, Transaction familiale, était ouvert dans le coin de l'écran. J'ai cliqué dessus une fois l'équivalent numérique d'ouvrir une plaie et j'ai commencé à trier chaque fichier que j'avais tiré de vieux emails, de messages à moitié oubliés et de bouts de documents que j'avais ignorés à l'époque où je pensais que le chaos de ma famille n'était pas mon problème. Cela n'a pas pris longtemps avant que je trouve le PDF que Brent m'avait envoyé une fois le soi-disant plan de développement commercial. Je me souvenais y avoir jeté un coup d'œil il y a des mois et avoir supposé qu'il cherchait une validation. Brent voulait toujours une validation. Maintenant cependant, avec le brouillard de la loyauté dissipé, le document semblait différent. Pesant, suspect. J'ai zoomé sur le fichier. Des notes parsemaient les marges. Des idées sur les options de location, les retours projetés, de vagues promesses de soutien familial substantiel, et puis la ligne que j'avais vue plus tôt mais que je n'avais pas vraiment absorbée jusqu'à maintenant. Levier potentiel, propriété GL, mes initiales, ma maison, ma vie. Mais ce n'était pas seulement le contenu qui faisait grimper mon pouls. C'étaient les petits détails, les métadonnées, créées par Monsieur Callaway, modifiées par B. Callaway, envoyées à D. Langford, mon père. J'ai expiré lentement, la vérité piquant sous ma peau. C'était comme si quelqu'un avait pelé une couche de déni que je ne savais pas que je portais encore. J'ai cliqué pour ouvrir mes archives de mai, creusant pour trouver la chaîne qui allait avec ce document. Brent avait partagé l'accès à une boîte de réception secondaire quand il avait eu besoin de mon aide pour tester une fonctionnalité d'application. Il n'a jamais changé le mot de passe. Typique de lui, imprudent dans tous les domaines qui comptaient. J'ai essayé le mot de passe qu'il utilisait pour tout. Méline 94. Ça a marché. La boîte de réception s'est ouverte avec une série de nouveaux et d'anciens messages clignotant vers moi. J'ai fait défiler chaque ligne d'objet, construisant un rythme dans ma poitrine. Facture due. Confirmation de virement bancaire. Détail LLC. Paiement de consultation. Demande de documentation urgente. Mon rythme cardiaque s'est synchronisé avec le clic du pavé tactile. Quand j'ai ouvert le fichier, un virement bancaire de quelque chose appelé Everline Consulting LLC plusieurs milliers à la fois envoyé à Brent. Chaque mémo était vague, remboursement de services, acompte, dépenses clients. J'avais vu assez d'audits Bacan pour savoir ce que ces phrases signifiaient vraiment. Sociétés écran. Fraude. Une piste que Brent laissait derrière lui comme des miettes de pain. Puis une plus grosse miette est apparue. Un mémo disait, remboursement, DL. Non. Non, ça ne pouvait pas être. Pas mon père. Pas l'homme qui me faisait la leçon sur la discipline, sur l'honnêteté, sur la loyauté et l'intégrité comme s'il était l'auteur de ces mots lui-même. J'ai cliqué sur un autre email, puis un autre, et puis le sol s'est dérobé. Une facture d'une entité appelée L Holdings, une demande de paiement, autorisée par Doug Lael. Une signature tordue et précipitée, mais indubitablement la sienne. Mon père n'était pas seulement lié aux affaires louches de Brent. Il aidait à les financer,
blanchissant de l'argent à travers une structure que je reconnaissais de chaque scandale financier que j'avais jamais lu. Mon estomac s'est tordu. Je me suis adossé à ma chaise, le cœur battant si fort que je me demandais si les voisins pouvaient l'entendre à travers les murs. S'ils voulaient tellement mon pantouse. Était-ce parce qu'ils avaient besoin de garanties? De preuves d'actifs? D'une monnaie d'échange? D'un moyen de me faire taire avant que je ne tombe là-dessus? Ce n'était pas juste un sentiment de droit. Ce n'était pas juste de la manipulation. C'était de la survie pour eux et de l'humiliation pour moi. Ma respiration s'est serrée. J'ai cliqué sur un autre onglet, un vieux lien que Brent avait envoyé par SMS il y a des mois. Une connexion démo pour une start-up immobilière qu'il jurait être en train de construire. À l'époque, j'avais testé l'interface et n'y avais pas pensé. Ce soir, j'ai tapé les mêmes identifiants admin qu'il m'avait donnés. Ils fonctionnaient encore. Brent 2020. Le tableau de bord s'est ouvert, exposant tout ce qu'il n'avait jamais eu l'intention que quelqu'un d'assez compétent comprenne. Faux profil client, factures altérées, résumé de paiement, virement masqué en remboursement fournisseur. Chaque fichier creusait plus profondément dans la vérité. Et chaque fichier me disait que la nuit où il a épousé ma sœur, il savait déjà qu'il avait des ennuis. Que l'extérieur souriant et poli qu'il montrait au monde n'était qu'une fine couche de peinture couvrant quelque chose de pourri. Et mon père. Mon père l'aidait. Je me suis frotté les tempes, réalisant que ma famille était passée de toxique à dangereuse sans que je m'en aperçoive. Peut-être parce que j'avais été trop occupé à essayer de gagner leur amour. Ou peut-être parce qu'ils m'avaient conditionné à ne jamais attendre plus que des positions de servitude déguisées en aide à la famille. Un autre email a attiré mon attention. Un transfert d'Evelyne. Message transféré, si elle n'accepte pas de céder l'endroit, nous trouverons un autre moyen. Mon souffle s'est arrêté, puis s'est calmé. Le bleu sur ma joue a pulsé comme s'il se souvenait du moment où un autre moyen était arrivé. On a frappé à la porte, me faisant presque sursauter hors de ma peau. Je me suis figé, mais alors une voix a traversé, calme, ancrante. C'est Ellie. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé tenant un petit sac à emporter. Tu as oublié le dîner, a-t-il dit simplement. Je me suis écarté pour le laisser entrer. J'ai été occupé. Il a jeté un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur portable et ne s'est pas approché, n'a pas fouiné. Tu veux parler, a-t-il demandé à nouveau, doux mais pas intrusif. Non, ai-je chuchoté. Mais reste. Il s'est assis du côté opposé de la table à manger, assez loin pour ne pas m'étouffer, assez près pour que je puisse sentir sa présence dans le calme. Cela m'a stabilisé, m'a ancré. Pendant quelques instants, nous avons juste respiré dans la même pièce. Puis j'ai cliqué pour ouvrir le dernier email de la liste. Celui daté d'il y a 10 jours. Pas de nom d'expéditeur, pas de signature, juste le message, si elle continue de creuser, on la fera taire. Ma main s'est resserrée sur le côté de mon ordinateur portable. Il pense vraiment que je suis une menace, ai-je murmuré. Ellie s'est penchée légèrement en avant. L'es-tu? J'ai levé les yeux, rencontrant son regard stable. Quelque chose en moi a bougé, s'est installé, s'est durci. Oui, ai-je dit. Je pense que je le suis enfin. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement, non par peur, mais par détermination. Ils avaient joué avec ma vie, ma maison, mon autonomie. Ils m'avaient observé pendant des années, pensant que mon calme me rendait faible. Mais ils avaient oublié une chose. Le silence est là où la stratégie naît. Et j'en avais vu assez. J'ai transféré chaque fichier vers un stockage cloud sécurisé, compressé le dossier et envoyé une copie à Harper Boyd avec un court message, trouvez plus. Appelle-moi demain. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé. Ellie a expiré doucement à côté de moi, presque avec soulagement. Quoi que tu prévois, a-t-il dit, j'espère que cela te donnera la paix. Ça le fera, ai-je dit calmement. Parce que cette fois, je ne protège personne, pas même eux. Dehors, les lumières de la ville scintillaient contre le ciel nocturne, se reflétant sur l'eau comme une promesse tacite. Ils avaient laissé la porte grande ouverte. Et maintenant, je la franchissais. La lumière du matin glissait sur le sol de ma chambre comme une invitation silencieuse, pâle et fraîche, le genre de lumière qui me disait habituellement de ralentir. Mais il n'y avait plus de ralentissement en moi.
Je me suis réveillé avec une clarté si tranchante qu'on aurait dit que quelqu'un avait tracé une ligne nette à travers mon ancienne vie pendant la nuit. Ma joue ne palpitait plus. Mes mains ne tremblaient pas. Quelque chose en moi s'était mis en place. Froid, précis, inévitable. J'ai fait du café et je me suis tenu près de la fenêtre de mon penthouse, regardant la ligne d'horizon de Seattle s'installer sous un fin voile de brouillard. La ville semblait lointaine, presque indifférente. Peut-être est-ce pour cela que je l'aimais. Elle ne faisait jamais semblant de se soucier. Elle ne me demandait jamais de rétrécir. Elle existait simplement et me laissait exister en retour. Mon ordinateur portable a vibré sur le comptoir. Un email. Objet, nous devons parler aujourd'hui. De Harper Boyd. Mon avocat ne gaspillait pas ses mots. Il ne me contactait jamais tôt à moins que quelque chose ne compte. J'ai fini mon café, attrapé mon manteau et conduit jusqu'au centre-ville. La circulation était une rivière lente de feu-stop, mais mon esprit était vif, entièrement concentré sur les documents que j'avais découverts la nuit dernière. Dossier de fraude, sociétés écrans, implication de mon père. Les preuves que Brent n'avait jamais voulu que quelqu'un de compétent accède. Au moment où j'ai atteint le bureau de Harper, ma résolution ressemblait à de l'acier. À l'intérieur, la salle d'attente sentait légèrement le cèdre. Harper a ouvert sa porte avant que la réceptionniste ne puisse appeler mon nom. « Grace » a-t-il dit en me faisant signe d'entrer. « Tu as l'air différente. »« Je me sens différente. » Il a hoché la tête une fois, comprenant plus dans ces 3 mots que ma famille n'avait compris en 30 ans. Je me suis assise en face de lui, et il a croisé les mains sur le bureau. « J'ai examiné les fichiers que tu as envoyés, » a-t-il dit. « Ce n'est pas rien. La fraude n'est pas seulement éthiquement mauvaise, elle est criminelle, et l'entreprise de ton père pourrait être impliquée si la SEC s'en mêle. » J'ai expiré lentement, laissant la vérité s'installer. « Je ne cherche pas à faire tomber la famille, » ai-je dit. « Je cherche à me protéger. »« Alors tu dois penser stratégiquement, pas émotionnellement, » a répondu Harper. « Ne les confronte pas. Ne les préviens pas, continue de rassembler. Continue de documenter. » Son regard s'est aiguisé. « Et trouve un levier. Quelque chose qui met le pouvoir entre tes mains. » Une pensée a vacillé. Pas chaleureuse, pas vengeresse calculée. « Et si je ne leur prenais rien, » ai-je dit doucement. « Et si je prenais ce qu'ils veulent ?» Les sourcils de Harper se sont levés. « Dis-m'en plus. » J'ai ouvert mon téléphone et affiché le site des résidences Crescent Shore, l'immeuble de luxe obsédant Brent et Méline depuis des mois. L'endroit où Méline pensait prouver qu'elle s'était mariée dans une vie meilleure. L'endroit que Brent avait mentionné dans ses documents financiers avant que leur argent ne se tarisse. Harper s'est penché en avant. « Tu ne penses pas acheter une unité ?» ?»« Non, » ai-je dit. « Je pense acheter tout l'immeuble. » Il n'a pas cligné des yeux. C'était pour ça que je lui faisais confiance. « Si tu peux payer la compte, » a-t-il dit, « c'est faisable. » Un mouvement comme ça te donne un levier et supprime le leur. « Ça me donne le contrôle, » ai-je corrigé doucement. « Exactement. » J'ai quitté son bureau avec le genre de but qui portait sa propre gravité. Dès que je me suis assise dans ma voiture, j'ai composé le numéro de Jenna. Elle a répondu à la 2e sonnerie, vive et chaleureuse comme toujours. « Grace, que puis-je faire pour toi ? » « J'ai besoin de toi, » ai-je dit, pour programmer une visite privée à Crescent Shore. « En fait, j'ai besoin de plus que ça. Je veux faire une offre sur tout l'immeuble. » Il y a eu une seconde complète de silence. « Alors tu es sérieuse ? » « Je le suis. » Un léger sifflement. « Très bien, alors j'ouvrirai l'annonce exclusive. »« Attends, c'est drôle. »« Quoi ? » ?»« Ta sœur l'a visité en avril avec son mari. » Ils étaient enthousiastes. Enthousiaste signifiant désespéré. « Organise la réunion, » ai-je dit. « 1 heure, » a répondu Jenna. « Porte quelque chose qui dit que je possède déjà cet endroit. » J'ai souri pour la première fois ce jour-là. Je pense que je peux gérer ça. Je me suis changé pour des lignes épurées, pantalon noir, chemisier ivoire, long manteau pouvoir tranquille. Le genre de tenue dont ma mère disait toujours qu'elle me rendait trop intimidante pour une femme. Aujourd'hui, je voulais avoir l'air intimidante. Crescent Shore s'élevait du front de mer comme une colonne vertébrale de verre, haute et étincelante. Brent avait toujours parlé des sols chauffants, des vues sur l'océan,
du salon sur le toit où ils s'imaginaient organiser des fêtes. Je suis entré dans le hall avec Jenna à mes côtés, et l'endroit bourdonnait du calme stérile de l'argent frais essayant très fort de paraître sans effort. Cet immeuble est en vente silencieuse, chuchota Jenna en tapotant un dossier. Les propriétaires prennent leur retraite. Ils veulent quelqu'un qui le gérera avec soin. Ils ont aimé tes données financières préliminaires. Nous sommes entrés dans la salle de conférence. Un mur de fenêtres s'ouvrait sur la baie. Pendant un moment, j'ai imaginé Méline ici posant pour Instagram, se vantant de sa vue, croyant qu'elle l'avait mérité. Le propriétaire, un homme aux cheveux argentés et aux yeux doux, m'a serré la main. J'ai vu votre parcours, a-t-il dit. Vous construisez des choses. Vous gérez bien les choses. Je respecte cela. Respect, un mot que j'avais entendu d'étrangers, mais jamais de mon propre sang. Nous avons parlé chiffres, conditions, entretien à long terme, politique des locataires. C'était comme construire une forteresse brique par brique. Finalement, il a souri. Si vous souhaitez faire une offre, a-t-il dit, je suis prêt à l'examiner. J'ai signé la lettre d'intention sans hésitation. Jenna a souri. Je ferai remonter l'offre. Ne sois pas surprise si nous avons des nouvelles avant la fin de la journée. Nous sommes sortis, le vent vif et froid venant de l'eau. C'était impressionnant, a-t-elle dit. C'était nécessaire, ai-je répondu. Mon téléphone a vibré. Une notification d'Instagram. Brent avait posté une story, une photo du salon sur le toit de Crescent Shore. Légende, nouveau départ bientôt. Je l'ai fixé, ne ressentant rien d'autre qu'une certitude calme et stable. Nouveau départ en effet. J'ai empoché mon téléphone et marché le long du front de mer. Mon esprit était calme, concentré, vif. Quand j'ai sorti mon ordinateur portable à Arbor & Art plus tard cet après-midi-là, Ellie a apporté ma boisson avant que je ne demande. Tu as l'air, commença-t-il. Différente, ai-je proposé. Non, a-t-il dit doucement. Stable. J'ai souri faiblement. Sur mon écran, j'ai ouvert le logiciel de gestion immobilière que je construisais par intermittence depuis 3 ans, un projet passion dont personne ne s'était jamais soucié. Mais ce soir, alors que je commençais à affiner les modulés et à ajuster la logique back-end, j'ai réalisé quelque chose avec une clarté saisissante. Ce n'était pas juste du code. C'était une structure. Du contrôle. Une limite qu'il ne pouvait pas franchir. Des heures plus tard, Jenna a envoyé un SMS. Offre soumise. Vendeur très intéressé. Un autre message. L'examen financier commence demain. Puis une dernière ligne. Il pense que l'acheteur est Gélagne. Ils n'ont pas relié les points. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement. La ville à l'extérieur de ma fenêtre brillait de lumières ambrées douces vacillant comme des étoiles lointaines. Ils voulaient mon pantouse, ai-je murmuré pour moi-même. Ils n'avaient aucune idée que je pouvais leur retirer le sol sous leurs pieds. Je me suis adossé à ma chaise, expirant profondément. Ce n'était pas de la vengeance. Pas du vieux genre, pas du genre bruyant. C'était une réclamation. Ma vie, mon autonomie, mon avenir. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de survivre à ma famille. J'avais l'impression de les dépasser. 2 semaines ont passé dans un calme troublant. Trop lisse, trop vide, comme l'air juste avant qu'une tempête ne décide où éclater. Mon téléphone est resté immobile sur le comptoir. Pas de nouveaux messages de mes parents. Pas de messages vocaux culpabilisants de ma mère. Pas de SMS enrobés de sucre et barbelés de Méline. Rien de Brent sauf le fantôme s'estompant de sa story Instagram sur le toit. Sur le papier, le silence aurait dû être la paix. En réalité, c'était de la pression. Le genre qui s'accumule derrière un barrage. Je remuais du sucre dans mon café quand le nom de Jenna a clignoté sur mon téléphone. Objet, mise à jour unité 9B. Son message était court, clinique et dévastateur de poésie à sa manière. 2 mois de retard. Expulsion déjà en cours. J'ai cligné des yeux devant l'écran. Unité 9B. La location temporaire de Méline et Brent. Une petite clarté froide a glissé en moi. Il n'avait pas seulement un sentiment de droit, il se noyait. Et il n'avait pas dit un mot. J'ai posé le téléphone lentement. Mon reflet dans le comptoir en marbre noir me renvoyait un regard stable, inébranlable. Je ne leur ai pas envoyé de message.
Je n'ai pas demandé s'ils allaient bien. Pour une fois, j'ai choisi le silence pour moi-même et non comme un cadeau pour eux. Un autre ping. Un autre message de Jenna. Avis d'expulsion déjà posté. Le dossier actuel liste la propriétaire en attente Grace Langford. Une étrange électricité a rampé le long de ma colonne vertébrale. Mon nom à l'endroit où ils vivaient, à l'endroit où ils croyaient qu'ils allaient s'élever vers leur nouveau départ. Mon nom sur le papier qu'ils recevraient. Mon nom sur la porte qui les pousserait dehors. Je me suis laissé tomber sur le canapé et j'ai laissé les réalisations s'installer en moi. Pas avec triomphe, pas avec cruauté, juste la vérité. Le genre qui vous réorganise tranquillement. Ils avaient essayé de prendre ma maison. Ils perdaient la leur. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois à 23h27. Méline, connais-tu le propriétaire de Crescent Shore? Il nous expulse dans 7 jours. S'il te plaît, Grace, ça doit être une erreur. Des images ont suivi des photos de cartons empilés dans un couloir. Le visage taché de larmes de Méline penché en arrière-plan, l'air furieux et épuisé. Cela aurait dû tordre quelque chose en moi. Peut-être il y a des années. Ce soir, tout ce que je ressentais était le poids des schémas qui cassaient enfin. J'ai posé le téléphone. 1 minute plus tard, un autre message. Brent, on va régler ça. Ne t'implique pas, un autre est arrivé 10 minutes plus tard, le désespoir fuyant par les fissures. Connais-tu quelqu'un au conseil des propriétaires? Aide-nous. Aide Mads. J'ai fixé le message, puis la petite vignette d'une capture d'écran accidentelle qu'il avait jointe une application bancaire ouverte sur son téléphone. Solde, 58 $. Mon souffle m'a quitté dans une longue expiration ininterrompue. De l'autre côté de la pièce, les fenêtres du sol au plafond reflétaient la plus faible lueur de quelque chose dans mon expression. Pas de la satisfaction, pas de la jubilation. Quelque chose de plus propre. La libération. Le lendemain matin, Jenna a envoyé une courte vidéo. Tu vas vouloir voir ça. Son texto disait. J'ai appuyé sur lecture. Le hall de Crescent Shore est apparu. Éclairage fluorescent, sol en marbre. Et 2 personnes que je connaissais mieux qu'elle ne m'avaient jamais connu. Méline pleurait, le mascara coulant sur ses joues. Brent parlait au gestionnaire immobilier avec le faux calme d'un homme qui n'avait jamais eu à assumer la responsabilité de quoi que ce soit dans sa vie. Ses mains ne cessaient de se serrer et de se fléchir comme si pressées assez d'air pouvaient former un plan. Nous avons payé le mois dernier, insistait-il. Vous ne l'avez pas fait, a répondu le gestionnaire. Il y a eu une erreur bancaire. Il y a eu 2 erreurs bancaires, a corrigé le gestionnaire. Toutes les 2 dans votre direction. Brent s'est tourné vers Méline, la voix assez tranchante pour que l'audio la capte. Tu dépenses trop. Tu ne penses jamais à l'avenir. Elle a riposté à travers les larmes. Tu avais promis qu'on vivrait ici. Tu as dit que tu avais un plan. Le personnel regardait maladroitement. Un couple traversant le hall s'est arrêté, chuchotant. Ma poitrine s'est serrée, non pas de pitié, mais d'une profonde reconnaissance douloureuse. C'est ce qui arrive quand la fondation d'une vie est construite sur des mensonges, de l'arrogance et des identités empruntées. En arrière-plan de la vidéo, le concierge parlait doucement à un autre membre du personnel. Le nouveau propriétaire ne tolérera pas les retards de paiement. La tête de Méline s'est relevée brusquement. Nouveau propriétaire? Qui? La vidéo s'est coupée là. Je l'ai rejouée une fois, puis encore, non par cruauté, mais par compréhension. Je comprenais maintenant. La gifle, les demandes, le timing, leur désespoir. Mon pantouse n'était pas juste une envie. C'était une stratégie. C'était de la survie. 7 heures plus tard, Jenna et moi étions assises à son bureau, examinant des documents étalés sur la table. Elle portait ses lunettes pointues caractéristiques et un sourire mi-professionnel, mi-amusé. La paperasse de propriété intérimaire est complète. Tu auras accès au système du bâtiment aujourd'hui. Elle a glissé le dossier vers moi. J'ai signé. Ma signature n'a pas tremblé. Lorsque les informations de connexion à la plateforme sont arrivées par email, je l'ai ouverte directement à son bureau. Locataire, Méline Callaway. Statut, délinquant. Expulsion, en attente. Propriétaire, Grace L. J'ai fixé cette dernière ligne. Les gens pensent que le pouvoir ressemble à un feu d'artifice ou au tonnerre, mais non,
cela ressemblait à ça. Calme, frais, précis. Pas de triomphe, seulement la vérité. Jenna s'est penchée par-dessus mon épaule. Il pense toujours que le propriétaire est quelqu'un nommé G. Lagne, elle a souri en coin. Ils n'ont aucune idée. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement. Ce soir-là, alors que j'entrais dans mon pantouse avec un repas à emporter à la main, mon téléphone a sonné à nouveau. Brent, s'il te plaît. Nous avons besoin d'aide. Juste un prêt. Juste pour un mois. Et puis un dernier message de Méline. Pourquoi fais-tu ça? Je me suis tenu dans la douce lueur de mon salon, laissant la question s'imprégner. La réponse honnête, je ne leur faisais rien. Leur propre choix faisait le travail. Ils avaient franchi mes limites. Ils m'avaient traité comme une ressource. Ils avaient essayé de voler ma maison. Maintenant, le monde retournait simplement leurs actes à l'expéditeur. Jenna a envoyé un SMS une fois de plus avant minuit. Ils ont déménagé aujourd'hui. Tranquillement. Pas de poste, pas d'au revoir. J'ai posé mon téléphone, marché vers le balcon et suis sorti dans l'air frais de la nuit. La ville scintillait en contrebas, stable et indifférente. Un miroir de ma propre stabilité. Je ne les ai pas poussés, elles chuchotaient. Le vent tirait doucement sur mes cheveux. Ils sont tombés. Et quelque part au loin, un ferry de nuit bourdonnait le long de l'eau, transportant des gens vers de nouveaux endroits qu'ils avaient choisis pour eux-mêmes, tout comme je l'étais enfin. L'enveloppe m'attendait quand j'ai ouvert ma porte d'entrée le lendemain matin. Un rectangle blanc uni posé sur le paillasson comme une menace silencieuse. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture, juste l'immobilité. Pendant une minute entière, je suis resté là à la fixer, sentant le bruit sourd de mon propre rythme cardiaque dans mes oreilles. Mon immeuble avait une sécurité de haut niveau. Personne ne laissait de choses à ma porte à moins d'en avoir l'intention. Je les ramassais lentement, m'attendant à moitié à ce que ce soit une autre demande, une autre accusation. Au lieu de cela, quand j'ai déchiré le seau, une capture d'écran imprimée à glisser granuleuse, agrandie, indubitable. Un post Reddit. Titre, la sœur de la mariée giflée au mariage. À qui la faute? Mon souffle s'est arrêté. Quelqu'un l'avait filmé. Pas seulement filmé. Le clip avait déjà des milliers de votes positifs. Des centaines de commentaires. J'ai scanné les premières lignes. Chacune frappant comme une petite coupure précise. Le père l'a giflé. Pas cool. Elle a géré ça comme une reine. J'espère qu'elle s'éloignera de cette famille. Ma gorge s'est serrée, mais pas d'embarras. Quelque chose en moi s'est desserré juste légèrement, comme un nœud libéré après des années à étouffer mes poumons. Le monde n'était pas de leur côté. Pour une fois, le monde voyait clairement. Les commentaires n'étaient pas humiliants. Ils étaient justificateurs. Mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait le numéro de ma mère, mais depuis un téléphone inconnu. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché. Sa voix tremblait avant même qu'elle ne parle. Grace, oh, Dieu merci. Douglas est furieux. Des gens au club ont vu des choses. Il y a des rumeurs. Tout est en train de sortir. En train de sortir. Pas, vas-tu bien? Pas, je suis désolé. Toujours l'image. Toujours la réputation. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre. Qu'est-ce que tu veux, maman? Je veux. Je veux que cette vidéo soit retirée, a-t-elle dit, la voix se brisant, mais pas comme le chagrin se brise. Comme la peur se brise la peur pour elle-même. Ton père ne peut pas avoir ça au-dessus de lui. Ça va ruiner sa position. Ça ne l'a pas ruiné, ai-je dit calmement. Il s'est ruiné lui-même. Le silence à l'autre bout était tranchant. Puis elle a chuchoté. Tu ne comprends pas la pression qu'il subit. Non, ai-je répondu. Je comprends parfaitement. J'ai raccroché. Quelques instants plus tard, une autre notification est arrivée cette fois d'une amie à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Son message était hésitant, presque apologétique. J'ai vu Mads au marché discount sur la 5e. Elle avait l'air mal en point. Une photo a suivi, prise discrètement. Méline poussant un chariot, les yeux bouffis, Brent traînant derrière avec une expression forcée. Sa chemise froissée, son énergie épuisée.
Deux personnes qui avaient vécu toute leur vie en croyant que la facilité était leur droit de naissance avaient maintenant des fissures courant à travers chaque pouce de l'image. Je n'ai pas zoomé. Je n'en avais pas besoin. C'était évident. L'enfant doré était tombé et elle n'était pas tombée avec grâce. Mon téléphone a vibré à nouveau un autre message de la même amie. Ils se disputaient fort. Quelque chose à propos d'argent. J'ai laissé le téléphone s'assombrir et l'ai mis de côté. J'ai pensé à toutes les années où j'avais vu Méline être renflouée, ses erreurs aplanies, ses crises excusées, ses dettes couvertes. J'ai pensé à chaque fois qu'on m'avait dit, ta sœur en a plus besoin. Comme si mes besoins étaient optionnels et les siens sacrés. Maintenant leur vie s'effilochait fil par fil. Mais ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause de la vie qu'ils avaient construite sur des fondations qui ne pouvaient pas supporter leur poids. Le texto suivant est venu d'un numéro inconnu. Douglas est sous examen. Il disait, il ne te l'a pas dit, n'est-ce pas? Ça va mal tourner. Un frisson a roulé le long de ma colonne vertébrale. Pas de peur, pas de culpabilité, juste une compréhension naissante. Le monde de mon père n'était plus stable. Son image soigneusement organisée avait des fissures, et les gens dans ses cercles avaient commencé à chuchoter. Les hommes comme lui ne survivaient pas au murmure. Ils avaient besoin d'obéissance, de peur, de loyauté. Toutes les choses qu'il avait brûlées il y a longtemps. Et maintenant le monde posait des questions. Vers midi, ma mère a envoyé un nouveau SMS. Nous devons parler, s'il te plaît. C'est plus grand que tu ne le penses. Avant que je puisse réfléchir, un autre message a surgi. Celui-ci de Méline. Pourquoi fais-tu ça? Tu détruis tout. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas mon travail de la corriger. Elle avait été élevée pour croire que sa vie était quelque chose qui devait lui être remis. Elle n'avait jamais appris à quoi ressemblait la responsabilité. Mais Brent. Son silence me déconcertait. Pour une fois, il ne prenait pas la pause, ne faisait pas la leçon, ne prétendait pas être le génie qu'il avait convaincu tout le monde d'être. Ce silence était pire que sa suffisance. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu une notification de plus, cette fois d'un inconnu qui suivait les potins immobiliers. Le mari de ta sœur a des problèmes au travail. Rumeur d'irrégularité financière. Je me suis rassise, laissant les pièces s'assembler comme des fragments de puzzle s'enclenchant en place. Méline perdant son appartement, Brent faisant l'objet d'une enquête, mon père sous examen, ma mère paniquant. Chaque coin de leur monde tremblait, et maintenant les secousses pointaient vers moi. Evelyne a appelé à nouveau ce soir-là en utilisant le même numéro inconnu. J'ai décroché seulement parce que j'étais fatigué de la vibration bourdonnant contre la table. Elle semblait plus petite cette fois, pas théâtrale, juste usée. Grace, pouvons-nous nous rencontrer s'il te plaît? Pourquoi, ai-je demandé. Son souffle s'est coupé un mélange étrange de honte et de calcul perçant à travers sa voix. Parce que je pense que tout est en train de s'effondrer. Tu veux dire, ai-je dit calmement. Tu vois enfin à quoi ressemble le fait d'être tenu responsable. Elle ne l'a pas nié. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin près de Green Lake, là où elle nous emmenait enfants les dimanches après-midi venteux. Aujourd'hui, l'air était mordant, et elle se tenait raidement sous un arbre nu, ses mains enroulées autour d'une tasse de café comme une bouée de sauvetage. Quand elle m'a vu, son visage s'est adouci un instant trop rapidement pour être sincère. Tu as l'air différente, a-t-elle chuchoté. Je suis différente. Sa gorge a bougé. Ton père a des ennuis. Méline en a, elle a soupiré. Elle ne va pas bien. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle pense que tu l'as punie. Je ne la punis pas, ai-je dit. Elle fait face aux conséquences de ses choix. Il y a une différence. Les yeux d'Evelyne brillaient. Nous dépendions trop de toi, a-t-elle chuchoté. Nous l'avons toujours fait. C'était le plus proche qu'elle ait jamais été d'une excuse. Et pourtant, ce n'en était pas une. Vous m'avez utilisé, ai-je corrigé doucement. Elle n'a pas discuté. Nous sommes restés en silence un moment avant qu'elle ne parle à nouveau, sa voix à peine au-dessus d'un tremblement. Viens-tu à mon dîner d'anniversaire la semaine prochaine? La question était suspendue là, un vieux crochet attaché à une vieille blessure. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Ses yeux se sont baissés. Ça signifierait quelque chose. Pour toi, ai-je répondu. Pas pour moi. Son inspiration a tremblé.
nous vois-tu encore comme une famille? Je n'ai pas répondu parce que la réponse n'était pas simple, n'était pas gentille, n'était pas cruelle non plus. Elle était juste vraie. Quand elle s'est tournée pour partir, elle a hésité, regardant par-dessus son épaule. Grace, as-tu acheté Crescent Shore? Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. Mon silence était la seule réponse dont elle avait besoin. Son visage a pâli. Son regard a vacillé. La réalisation, la frappant comme un éclair silencieux. Elle est partie sans un autre mot. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, l'email de Jenna m'attendait. Approbation finale presque complète. Transfert de propriété attendu bientôt. Je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant les lumières onduler sur l'eau, sentant la dernière pièce du puzzle s'enclencher. Je ne les ai pas fait tomber. J'ai juste arrêté de les soutenir. Mais même les étoiles filantes causaient des dégâts, et les miennes se dirigeaient droit vers moi. On a frappé juste après le coucher du soleil. 3 coulants qui ne résonnaient pas d'urgence, mais d'hésitation. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable et senti une ondulation de quelque chose de plus froid que la surprise. Une seule personne frappait comme ça. Une seule personne se tenait assez haute pour projeter cette ombre longue et indubitable à travers le verre givré de ma porte. J'ai traversé le salon et vérifié la caméra de sécurité avant d'ouvrir quoi que ce soit. Il était la Douglas Langford, mon père, debout seul dans le couloir, épaules carrées par habitude, mes mains tripotant l'ourlet de sa veste. Je ne l'avais jamais vu s'agiter auparavant de ma vie. Il n'a pas sonné à nouveau. Il a juste attendu comme un homme se préparant à faire face à une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. J'ai déverrouillé la porte mais ne me suis pas écarté. 5 minutes, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, raidement. C'est tout ce que je demande. Il n'avait pas bu. Ses yeux étaient douloureusement clairs. Trop clairs. Une clarté qui donne à réfléchir et qui le faisait paraître plus vieux, plus petit, humain d'une manière qu'il ne s'était jamais permise d'être. Il a essayé de regarder au-delà de moi dans le Penthouse, mais j'ai bloqué l'entrée. Je ne le laissais pas entrer. Pas physiquement, pas émotionnellement. Plus maintenant. J'ai entendu dire que tu ramènes Méline et Brent à la maison, ai-je dit. Un muscle a tressailli le long de sa mâchoire. Il n'avait nulle part ailleurs où aller. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Un silence malaisé s'est étiré entre nous, assez épais pour être goûté. Tu as vu les posts, a-t-il dit finalement. Les vidéos. Ma joue a picoté une douleur fantôme fleurissant comme de nouveaux bleus. Tout le monde les a vus. Son regard a vacillé. Les gens ne connaissent pas toute l'histoire. Je sais, ai-je dit. Et j'étais là. C'est suffisant. Il a tressailli juste à peine, mais assez pour que je le remarque. Mon père avait toujours été fait de pierre. Ce soir, la pierre était fissurée. Je suis venu parler, murmura-t-il. Pour expliquer. Tu n'es pas venu t'excuser, ai-je demandé. Il a déplacé son poids. Ne pas répondre était une réponse suffisante. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le cadre de la porte. Continue. Il a expiré, détournant le regard comme si les murs du couloir étaient soudainement devenus plus faciles à affronter que moi. Ma carrière est remise en question. Les gens supposent des choses. Ils fouillent dans mon dossier des choses d'il y a des années. Des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Tu es sous examen, ai-je dit platement. Je sais. Il a regardé en arrière brusquement. Qui t'a dit? Quelqu'un qui me respecte, ai-je répondu. Ce qui est plus que ce que je peux dire des gens qui m'ont élevé. Le visage de Douglas s'est durci un instant, la vieille domination crépitant sous sa peau. Mais il l'a repoussé rapidement, trop rapidement. Ta sœur est dévastée, a-t-il essayé à la place. Elle continue de demander pourquoi tu ferais ça. Je ne lui ai rien fait, ai-je dit. Les actions ont des conséquences. Elle n'est juste pas habituée à rencontrer les siennes. Sa gorge a bougé. Tu lui manques. Non, ai-je corrigé. Ce qu'elle pouvait me prendre lui manque. Mon père a dégluti, sa pomme d'Adam bougeant. Grace, cette famille est en train de s'effondrer. Elle était brisée bien avant que j'arrête de faire semblant, ai-je répondu. Pour la première fois de ma vie entière, il n'a pas discuté. Sa voix s'est adoucie, à peine audible. Je ne voulais pas te frapper. Voilà. Pas une excuse,
une justification enveloppée de regrets. Tu le voulais, ai-je dit. J'étais en colère. J'ai dit non. Et tu m'as frappé parce que tu pensais avoir droit à ma vie, ma maison, mes choix. Il a fermé les yeux comme si la vérité piquait plus que l'accusation. J'ai continué. Tu ne m'as pas giflé parce que tu as perdu le contrôle. Tu m'as giflé parce que tu as perdu la propriété. Ses paupières se sont ouvertes lentement. Il avait l'air plus vieux. Vaincu. Tu as tort. Non, ai-je dit doucement. J'ai finalement arrêté d'avoir tort. Une tension l'a traversé, quelque chose entre la honte et la défensive. Il a ouvert la bouche, puis l'a fermée, cherchant un appui qui n'existait plus sous lui. Il a plongé la main dans la poche de sa veste et a sorti une enveloppe. Ta mère voulait que tu aies ça. Il me l'a tendue comme si elle pesait 50 kilos. À l'intérieur, je savais déjà ce que je trouverais. Une invitation. Papier cartonné crème. Écriture dorée douce. Je l'ai regardée mais ne l'ai pas ouverte. Son dîner d'anniversaire? Oui, a-t-il dit calmement. Famille seulement. L'ironie était aigre et tranchante sur ma langue. Famille seulement. L'expression qui avait toujours signifié que tout le monde comptait plus que moi. Alors maintenant je suis incluse, ai-je demandé. Sa mâchoire s'est serrée. Grace, nous essayons. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Il a dégluti à nouveau plus fort cette fois. Ta mère a peur. Elle a peur de te perdre. Non, ai-je corrigé doucement. Elle a peur de perdre son image. Il y a une différence. Un battement de silence, puis un autre. Qu'est-ce que tu veux de nous, a-t-il demandé, finalement, la voix s'effilochant. Rien, ai-je dit. Et c'est ce qui vous terrifie. Il a secoué la tête, soupirant de quelque part profond, quelque part creux. Tu as changé. J'ai arrêté de m'excuser, ai-je répondu. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Reconnaissance peut-être ou perte. Je ne pouvais pas dire. Puis il a reculé, ses épaules s'affaissant comme un homme marchant dans l'hiver sans manteau. Tu peux penser que tu as gagné, a-t-il dit doucement, presque tristement. Mais tu ne sais pas tout. Mon pouls n'a pas bondi. J'avais vécu sous ces avertissements cryptiques pendant des années. Il ne portait plus de poids. Peut-être pas, ai-je dit. Mais j'en sais assez. Nous sommes restés là dans le couloir silencieux, lui blessé par des vérités qu'il avait passé des décennies à éviter, moi soutenu par la clarté que j'avais gagnée à la dure. Il s'est tourné pour partir. Pour la première fois, il n'a pas redressé sa colonne vertébrale ni élargi ses épaules. Il n'a pas joué la force. Il a simplement marché vers l'ascenseur comme n'importe quel autre homme, faisant face aux conséquences de sa propre fabrication. Juste avant que les portes ne se ferment, il a croisé mon regard. « J'espère que tu viendras », a-t-il dit. « Pour l'amour de ta mère. » Je vais y réfléchir. La porte s'est fermée avec un doux murmure métallique. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai placé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine, non ouverte. Je n'y ai plus touché. Elle est restée là comme une question à laquelle je n'avais pas décidé de répondre. Les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres, et mon pantouf semblait léger, toujours entièrement à moi. Il était venu pour le pardon. Tout ce que j'ai offert était la vérité. L'enveloppe est restée intacte sur mon comptoir pendant 3 jours, ses bords crème doux brillant faiblement sous la lumière de l'après-midi. Chaque fois que je passais devant, je sentais sa présence me tirer. Pas avec sentiment, pas avec culpabilité, mais avec une question silencieuse. Je n'étais pas sûr de vouloir répondre. Ce n'était pas l'invitation elle-même qui me perturbait. C'était l'écriture, la cursive délicate de ma mère, un peu plus tremblante que d'habitude, bouclant à travers la carte avec une élégance forcée. Famille seulement. Ces 2 mots ne m'avaient jamais inclus auparavant. Ils avaient toujours signifié tout le monde sauf moi, et maintenant ils étaient censés me ramener comme une corde autour de mes côtes. Le 4e soir, je l'ai ouverte. Je ne me suis pas attardé. Je n'ai pas tracé les lettres ni analysé le sens. Je l'ai simplement lu une fois, je l'ai posé et j'ai réalisé profondément, simplement, je n'étais pas la même personne qu'ils avaient giflée devant 250 invités. Je n'appartenais plus à leur table, mais j'ai décidé d'y aller. Pas pour eux, mais pour voir enfin ce qui restait de cette vieille vie. Je suis arrivé 15 minutes en retard exprès. Pour une fois,
le retard n'était pas un accident ou une demande de pardon. C'était une déclaration, une limite, un rappel que mon temps ne tournait plus autour de leurs attentes. Le restaurant était chaud et faiblement éclairé, ses lustres dorés se reflétant sur les verres à vin et les couverts polis. Je suis entré et j'ai senti le changement immédiatement. Les conversations ont baissé. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air, des yeux vifs, curieux, chuchotants se sont tournés vers moi. « C'est elle », murmura quelqu'un près du bar. « La fille. » Il l'a giflé. J'ai continué à marcher. Leurs regards ne me brûlaient plus comme avant. Au contraire, ils atteignaient à peine ma peau. L'hôtesse m'a conduite vers la salle à manger privée. Alors qu'elle ouvrait la porte, le faible bourdonnement des bavardages à l'intérieur a plongé dans un silence guindé. Ma famille était assise autour d'une longue table drapée de lin, assiette à moitié remplie, expression à moitié figée. Mon père a levé les yeux en premier. Sa posture était raide, sobre, presque formelle. Le sourire de ma mère était trop rapide, trop large, fragile sur les bords. Méline était assise près du coin, les épaules rentrées et le maquillage atténué, et les yeux gonflés par des nuits où elle n'admettrait jamais avoir pleuré. Brent était à côté d'elle, portant une chemise froissée qui semblait avoir été tirée du fond d'un panier à linge. Je suis entré et personne ne s'est levé. Pas même ma mère. « Grace », a-t-elle dit finalement, la voix douce de soulagement. Elle ne savait pas trop comment s'exprimer. « Je suis contente que tu sois venue. » J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai tiré une chaise au bout de la table pas à côté d'elle, pas à côté de qui que ce soit et je me suis assise sans attendre d'être accueillie. Le silence était épais, maladroit, différent du silence avec lequel j'avais grandi. Celui-ci n'était pas à moi de porter. Une parente éloignée, du genre qui ne se souvenait de mon nom que pour les potins, s'est penchée vers la personne à côté d'elle et a chuchoté pas assez doucement, elle a l'air forte, pas brisée. Puis plus doucement, tant mieux pour elle. Cela m'a presque fait sursauter. Evelyne s'est éclaircie la gorge, essayant de sauver le moment. « Grace, voudrais-tu du vin ? » « Je vais me servir, » ai-je dit, me levant avant qu'elle ne puisse jouer l'hôtesse. Je me suis versé mon propre verre, sentant qu'elle me regardait avec un mélange de crainte et d'inquiétude. Quand je suis retourné à ma place, mon père a tenté une conversation. « C'est bien d'avoir tout le monde réuni », a-t-il dit raidement. J'ai croisé son regard. « Je suis venu voir maman. » Les mots ont atterri lourdement, coupant l'air comme une lame propre. Quelques parents ont échangé des regards. Mon père a posé sa fourchette lentement, le métal tintant contre la porcelaine. Personne n'a discuté. Personne ne m'a corrigé. Pour la première fois, il comprenait que ma vérité n'était pas une phase. Elle était permanente. De l'autre côté de la table, Méline a bougé. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne pouvait pas former les mots. Brent a serré sa main sous la table, un geste qui était censé être rassurant, mais qui ressemblait plus à un avertissement. J'ai vu le tressaillement qu'elle essayait de cacher. Ma poitrine s'est serrée, non pas de pitié, mais de reconnaissance. Elle l'avait choisi, et la vie qu'elle avait choisie la tenait par le poignet. À un moment donné, une cousine que je connaissais à peine s'est penchée vers moi avec un petit sourire hésitant. « Comment vas-tu, Grace ?» C'était la première fois qu'une seule personne lors d'un événement familial me demandait ça. J'ai cligné des yeux une fois, puis j'ai dit « mieux ». Ils ont hoché la tête comme s'ils comprenaient. Le dîner s'est traîné avec de petites conversations guindées sur la météo, le travail et des trivialités destinées à colmater les fissures dans la pièce. Personne n'osait évoquer Crescent Shore. Personne ne mentionnait l'expulsion. Personne ne parlait de la vidéo tendance ou de l'enquête encerclant mon père. Ils dansaient autour de la vérité si soigneusement que l'air semblait fragile. À un moment donné, ma mère s'est tournée vers moi avec ses mains serrées étroitement sur ses genoux. « Grace, je sais que les choses ont été difficiles. J'ai attendu. Mais ce soir, c'est pour la famille. » Elle a fini faiblement. « Alors peut-être, ai-je dit, la famille devrait commencer par être honnête. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes puis refermées. Elle n'a pas regardé Douglas. Cela seul me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne suis pas resté longtemps. Au milieu du dessert, j'ai reculé ma chaise doucement. Les pieds ont raclé doucement, mais pour tout le monde autour de la table, cela a résonné comme le tonnerre. « Je m'en vais », ai-je dit. Les yeux de ma mère ont bondi, la panique y vacillant. « Attends, Grace. »« Joyeux anniversaire, maman »,
ai-je dit doucement. Je te souhaite vraiment la paix. Elle avait l'air de vouloir se lever pour me serrer dans ses bras, pour dire quelque chose de plus. Mais elle s'est figée, effrayée par les yeux qui la regardaient. Effrayée par la vérité qu'elle ne pouvait toujours pas admettre à voix haute. Personne d'autre n'a essayé de m'arrêter. Personne ne m'a appelé. Personne n'a prétendu que la soirée s'était bien passée. En sortant, j'ai entendu un murmure dériver à travers la pièce, un que je n'étais pas censé entendre. Elle ne les a pas perdus, a murmuré un parent. Ils l'ont perdu. Dehors, l'air de Seattle était vif et froid, mais il avait un goût propre. J'ai resserré mon manteau autour de moi et j'ai commencé à marcher, la douce lueur de la ville me guidant vers l'avant. Le silence me terrifiait autrefois. Ce soir, il ressemblait à la liberté. Je ne m'éloignais pas d'eux. Je retournais vers moi-même. Le soleil plongeait bas derrière la ligne d'horizon de Seattle, projetant de l'or chaud sur mon balcon, comme si la journée elle-même voulait m'envelopper doucement de lumière. Je suis sorti avec une petite pile de documents à la main, la brise soulevant les bords comme si elle était impatiente de les lire aussi. La ville en contrebas bourdonnait doucement. Les ferries glissaient à travers le détroit. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, mes poumons se sont dilatés sans accrocher sur une vieille douleur. Une notification de mail a allumé mon téléphone. Objet, transfert officiel de propriété terminé. Je l'ai ouvert et c'était là mon nom imprimé proprement à côté d'une ligne qui ressemblait à un nouveau chapitre gravé dans la pierre. Propriétaire, Grace Langford. Propriété, résidence Crescent Shore. Une chaleur stable s'est installée dans ma poitrine. Pas de triomphe, pas de vengeance, quelque chose de plus calme, quelque chose de plus stable. Quelque chose comme une réclamation, le genre qui vient après avoir traversé le feu et réalisé que vos propres pas étaient la seule chose qui vous en avait sorti. Je me suis assise à la table du balcon et j'ai signé les derniers documents numériques. Mes doigts calmes, ma respiration régulière. Même la propriété n'avait jamais été une question de possession. Il s'agissait de reprendre les parties de moi-même que ma famille avait essayé de revendiquer sans permission. Mon Penthouse n'était pas juste une maison. Crescent Shore n'était pas juste un immeuble. C'étaient des limites gravées dans le verre et l'acier. En bas, les lumières de la ville clignotaient une à une, scintillant sur l'eau comme une constellation s'élevant de la terre au lieu du ciel. À l'intérieur, ma cuisine bourdonnait faiblement. J'avais réglé le four plus tôt. Le dîner était presque prêt. Lentement, ma maison s'est remplie de voix familières, pas celles de ma famille, mais celles des gens qui s'étaient montrés pour moi quand je ne savais plus comment me montrer pour moi-même. Jenna est arrivée la première portant une bouteille de vin avec un nœud autour du goulot. Célébration ou consolation, a-t-elle demandé avec un sourire. Célébration, ai-je dit, sentant la vérité s'installer chaudement en moi. Harper a suivi, offrant un signe de tête complice et un petit paquet emballé, un stylo plume en or brossé. Pour signer les choses qui comptent, a-t-il dit. Puis Ellie est arrivé en dernier, frappant doucement comme lui seul le faisait. Il est entré portant une petite boîte de boulangerie, un soupçon de cannelle s'échappant alors qu'il l'ouvrait. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de dessert. Ça n'a pas le goût du stress, a-t-il dit, souriant un peu trop timidement. Nous nous sommes réunis sur le balcon alors que la dernière lumière s'estompait. Du jazz doux jouait depuis une petite enceinte. La table brillait de bougies. La ville s'étendait infiniment devant nous, large, généreuse, libre. Cet endroit semble plus léger ce soir, a murmuré Ellie en prenant place à côté de moi. Il l'est enfin, ai-je dit. Nous avons mangé, nous avons ri. Nous n'avons pas parlé de mon père, ou de ma mère, ou de Méline, ou de Brent. Pas de commentaires chuchotés, pas de culpabilité, pas de demande d'attention. Juste de la chaleur, une véritable chaleur. À un moment donné, je me suis adossé à ma chaise, laissant la douce brise effleurer ma joue, et j'ai réalisé quelque chose de calmement monumental. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas en deuil. Je n'attendais plus. J'étais chez moi. Après le dîner, Ellie a marché jusqu'au bord du balcon avec moi, posant ses mains légèrement sur la rambarde. Tu es resté seul trop longtemps, a-t-il dit doucement. Tu n'as plus à le faire. Je l'ai regardé, laissant les mots s'installer exactement là où ils devaient. Je sais, ai-je chuchoté. Et cette fois, je le pense vraiment. Les autres nous ont rejoints, levant leur verre dans un toast tacite. Ce n'était pas bruyant ou performatif. Ça n'avait pas besoin de l'être. C'était simple.
C'était sincère. Au nouveau départ, a dit Jenna. À la paix, a ajouté Harper. Et au choix de sa propre vie, a fini Ellie calmement en croisant mon regard. J'ai levé mon verre, sentant quelque chose en moi se mettre en place, la dernière pièce d'un long puzzle déchiqueté, s'adaptant enfin là où elle appartenait. À tout cela, ai-je dit. Et à la liberté que personne ne peut me reprendre. Nous avons bu. La nuit respirait autour de nous, douce et indulgente. Plus tard, quand ils furent tous partis et que les bougies eurent brûlé bas, je suis resté seul sous le ciel ouvert, regardant les lumières de Crescent Shore clignoter au loin. Mon immeuble maintenant, mon sol, ma limite. Ils ont essayé de prendre ma maison, ai-je chuchoté à la ville. Et ont fini par me donner ma liberté. La vérité s'est installée sur moi comme une couverture chaude. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai placé les verres à vin vides dans l'évier et j'ai laissé le doux bourdonnement du lave-vaisselle remplir l'espace d'un rythme réconfortant. Tout semblait stable. Tout semblait mérité. Avant de me coucher pour la nuit, je me suis tenu devant la fenêtre une fois de plus. Et parce que j'ai appris que la guérison devient réelle lorsqu'elle est partagée, j'ai parlé doucement, pas à la ligne d'horizon, pas à la pièce vide, mais à quiconque a déjà porté le poids que j'ai porté autrefois. Si vous avez déjà été forcé de choisir entre votre paix et les attentes de votre famille, choisissez-vous. Vous méritez d'être entier. Et si vous écoutez maintenant, si cette histoire a touché quelque chose en vous, alors ne partez pas tranquillement. Dites-moi quelle partie de ce voyage a résonné. Dites-moi si vous avez déjà dû fixer des limites avec les gens que vous aimiez. Dites-moi où vous êtes dans le monde ou quel moment de votre propre vie vous a finalement fait dire « assez ». Aimez, partagez, abonnez-vous, laissez votre histoire ci-dessous parce que votre voix compte ici, et votre liberté compte encore plus.